Notre dernier conférencier, M. Dufour, Geoffrey Dufour, qui fera une présentation sur le développement des modèles prédictifs du mouvement du fond marin des voies navigables. Merci beaucoup, M. Dufour. Vous avez 20 minutes. L'ordi, là. Hey, bonjour tout le monde. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter un projet pour lequel on a travaillé les derniers mois et pour lequel j'ai pensé depuis plusieurs années de développer des modèles prédictifs de mouvement des fonds marins à l'intérieur des voies navigables. Je remercie mes collègues Mathieu, Sylvain d'avoir mis la table à cela. Ça va être une continuité de leur présentation aussi en quelque sorte. Puis c'est par tout hasard que ma zone d'étude est pratiquement la même que celle de Mathieu avec le Oceanix Conegra. Donc, rapidement, je vais accélérer en début pour laisser plus de place au contenu à la fin. Donc, brève intro, mise en contexte, présentation de l'initiative brièvement. Quels sont les résultats qu'on a obtenus? À court terme, qu'est-ce qu'on veut faire avec ça? C'est que l'utilisation également potentielle, qu'est-ce qu'on veut amener, où est-ce qu'on veut amener l'outil, les limitations, puis se terminera la session Q&A. Rapidement, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis arpenteur. Je travaille dans l'univers de pêche et océan depuis 2017-2019 à la garde côtière. Je travaille pour les trois lettres qu'on entend depuis hier, GVN, la gestion des voies navigables à la garde côtière. Donc, on est une équipe pluridisciplinaire. Pourquoi qu'on a autant de diversité, de la finance, l'administration notamment? Parce qu'on est à recouvrement de coûts auprès de l'industrie maritime, c'est-à-dire qu'à chaque tonnage qui passe dans la voie navigable, on est financé. Donc, financement vient avec attente de l'industrie, fait que c'est pour ça que ça nous amène toujours à nous dépasser par rapport à notre mandat. Rapidement, qu'est-ce qu'on offre à l'industrie? Bien, c'est des renseignements utiles à leur transit pour des fins de planification. On va publier notamment une prévision de niveau d'eau qui est haute que celle de SPIN, qui vise à établir le niveau pessimiste pour des fins de chargement. On sait que les bateaux arrivent souvent outre-mer, donc on publie cette prévision-là parce qu'on veut éviter qu'il y ait un navire qui est bloqué par un manque d'eau. Donc, c'est un produit qui est différent. On élabore des directives de conception de chenaux. Donc, on sait que les navires évoluent au fil des années. Donc, par exemple, depuis 2008-2012, on accepte des navires plus grands de 32 mètres dans la voie navigable. Donc, c'est notre équipe qui est impliquée dans ce développement-là. Puis, notre sujet principal, bien, c'est on publie des avis de haut fond dans la voie navigable. Comment est bâtie une voie navigable? Rapidement, on a parlé hier. C'est un plancher qui est maintenu. À quelques endroits, il y a plus profond, mais on s'attend au pire scénario. Donc, c'est un plancher maintenu, grosso modo, de 12,5 mètres à 10,7 mètres. Puis, c'est ajusté proportionnellement aux zones amarrées versus non-marrées. Secteur Trois-Rivières-Montréal, 11,3. Traverse Nord 12,5. Après ça, Québec, Trois-Rivières, ça varie, justement, comme je disais, en fonction de la marée. Puis, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on établit un plancher. On a du dragage qui est effectué. Je vais en parler tout à l'heure. Mais on publie des avis de haut fond. Fait que quand il y a un obstacle à la navigation, on a des services web qui permettent aux affichages dans les unités de pilotage pour justement aviser, dont vous avez l'image juste ici. Donc, systématiquement, comment on fait pour afficher des hauts fonds? Comment on publie? Bien, on fait des relevés hydrographiques pour lequel est l'objet de la conférence. On en a parlé beaucoup. Quelques stats. On fait des grandes superficies. Puis, historiquement, comment est établi le programme? C'est beaucoup la connaissance de part et d'autre, l'historique, un peu de pif aussi, je pourrais dire. Puis, c'est un programme qui est fait en collaboration Garde côtière, SHC. Garde côtière va fournir plus le staff mécanique, les capitaines, les bateaux, SHC, l'expertise hydrographique. On s'attaque également au dragage. Ici, j'ai deux photos, là, Crédit Groupe Océan, c'est notre contracteur. Donc, on a une image de Rivière-Détroit. En bas, il y a une petite coquille, là, mais c'est dans le secteur, c'est Saint-Laurent. Des volumes 80 000 m3 grosso modo. Les heures sont variables. C'est plus pour enlever des hauts fonds isolés, des roches, etc.
Pourquoi? L'importance de notre programme, grosso modo, quelques stats additionnels. On s'occupe de la voie navigable, dans le fond. Ma région, c'est Québec et Ontario. Donc, on dessert toute l'autoroute maritime, appelons-la ainsi, entre le lac supérieur et puis Saut-au-Cochon, il y a des profondeurs maintenues. Donc, c'est notre zone d'attaque, pourrais-je dire. Puis, qu'est-ce qui m'amène à présenter cette initiative-là? J'ai mis désir d'être à l'avant-garde parce que j'ai été censuré. Je vais être honnête avec vous, mais j'aurais mis enjeu à venir. Pénurie de main-d'œuvre, on ne s'en cache pas. Tout le monde parle de pénurie de main-d'œuvre. C'est probant. Changement climatique, on veut optimiser chaque dollar investi en répercussion sur la navigation, aux coûts d'opération. Le fuel, vous savez tous, on est impacté. Moi, je vois ça plus comme une énorme stimulation personnelle. Je trouve que ça amène l'humain à se dépasser puis trouver des solutions innovantes. Puis ce qui m'amène à vous parler de l'intelligence artificielle. Puis aussi mon dada que j'ai développé depuis quelques années, là, la gestion de risque. Quantifier ce fameux niveau de risque, avoir une approche qui est vraiment plus organisée. Et puis, c'est ça, exact. Qu'est-ce qu'on s'est rendu compte dans la voie navigable du Saint-Laurent, c'est qu'il y avait des trends assez solides de localisation de haut fond. Tu sais, ici, je vous ai fait une petite heat map qu'on appelle le plus foncé étant la récurrence des positions des hauts fonds dans la voie navigable. Et puis, à l'interne, on a une base de données assez solidement bâtie, là, les hauts fonds. On a la position des hauts fonds depuis 2002 dans une base de données très organisée. On a la bathymétrie aussi dans des formats organisés depuis 1997. Fait que c'est un peu ça qui a amené la réflexion. Comment on fait pour anticiper qu'est-ce qui s'en vient par rapport à qu'est-ce qui s'est passé antérieurement? On sait qu'il y a eu plusieurs études qui sont assez éloquentes par rapport à la segmentation des dunes. C'est très utile dans une certaine mesure, mais nous, on voulait vraiment une approche data-oriented. Comment que la donnée peut nous guider pour l'avenir, c'est-à-dire comment on peut faire travailler la donnée pour nous. Tu sais, on a parlé beaucoup depuis hier, accessibilité de données, on est à la recherche de données, mais comment on fait pour la faire travailler, cette donnée-là? Fait que c'est un peu ça le défi aujourd'hui. Qu'est-ce qui m'amène à vous parler de l'initiative en soi? J'ai développé l'outil avec mes collègues, là, plus sur une méthode. On n'est pas agile, on ne pourrait pas dire ça ainsi, mais chaque livrable on s'entend, c'est une succession de calculs GIS. Puis chaque livrable, chaque calcul, on dit que c'est un produit parce qu'on a peut-être 10 calculs qui étaient faits, mais chaque sous-calcul est utile pour une ou l'autre des raisons. C'est pour ça qu'au lieu de livrable ou calcul, j'ai appelé ça produit. Donc, la première, ni plus ni moins, c'est des calculs sur des rasters sur la bathymétrie. Puis, on parle de précision. Je ramène la photo de Sylvain hier, précision versus exactitude. En bathymétrie, là, à certaines occasions, ce n'est pas tant utile d'être précis à 0,25 cm. On est mieux d'être exact, d'être dans le grand cercle, mais on est mieux d'être dans le cercle complètement précis, mais à côté du cercle. Fait qu'on a comme découlé des tuiles assez grandes pour justement bien lisser le fond, pour épurer des moyennes de fond. Et puis, on a fait des calculs d'année en année sur un échantillon assez intéressant. Puis, l'image de gauche, finalement, c'est un jeu de couleurs. Je ne sais pas si ça apparaît bien à l'écran. En rouge, c'est plus les accumulations. En rose, c'est plus de l'érosion. La deuxième image, celle de droite, bien, c'est une approche, ni plus ni moins, true-false, booléenne, des 1 et des 0. À quel endroit ça a dépassé d'un seuil? Le seuil étant fixé, exemple, on aurait pu le fixer à 0,10, 0,20, 0,30. On l'a mis 0,30. Où est-ce que ça a bougé de 0,30? Ça nous donnait une matrice assez intéressante. Puis je vous porte à l'attention que ce secteur-là, c'est exactement le secteur où est-ce que Mathieu a découvert un haut fond avec l'Oceanix Conegra. Puis c'est par tout hasard parce qu'on ne s'était pas parlé avant. Donc, ensuite de ça, le troisième produit, c'est qu'on a pris la matrice des 1 et des 0 que je vous parlais tout à l'heure. Est-ce que ça a bougé, oui ou non? Puis on a additionné cette matrice-là,
Puis après ça, on a divisé ça sur un multiple de 100 qui nous a donné des probabilités de mouvement par rapport aux données antérieures. Fait que ça nous donne encore quelque chose de plus intéressant que la matrice où est-ce que c'était juste du vert puis du rouge. Donc, plus foncé, on s'attend à ça bouge. Fait qu'on voit qu'il y a un solide trend de mouvement qui est au Québec 54, Québec 53. Puis c'est exactement ce qu'on s'attendait. On le sait historiquement que ça bouge, puis on le sait qu'on le sonde souvent. Fait que, puis en contrepartie, on voit que le vert, ça ne bouge pas. Puis quand on regarde les données, bien, ça ne bouge pas. C'est vraiment, les résultats sont fort intéressants. Ce qui m'amène à vous parler. Oh, la petite animation n'a pas l'air à fonctionner, mais c'est pas grave. Il y a 2 produits ici. Le premier, en dessous, finalement, c'est la matrice de probabilité de mouvement. Ah, ça a fonctionné, excusez-moi. Fait que dans le fond, on a fait les polygones, les matrices où est-ce que ça a bougé. À partir de là, on a créé un 4e produit. C'est convertir ces mouvements-là en polygones, qui va nous amener à créer quelque chose d'autre plus tard. Fait que là, le critère, c'est est-ce que ça a bougé, oui ou non. Puis ça, c'est sur l'ensemble de mes du set de données d'échantillonnage. Fait que ça a créé une zone, un polygone, ni plus ni moins, qu'on a converti dans XY format. Pas d'importance à cette stade-ci. Ce qui m'amène à vous dire, ça a bougé. Ah, c'est très alarmant. Au point de vue des voies navigables, c'est pas très alarmant parce que nous, on vous parlait, on fonctionne avec une profondeur maintenue. Mais mettons, on est dans une zone de 10,7, ça bouge à 15 mètres. Est-ce que c'est alarmant? Peut-être si ça bouge plus que 4 mètres, mais si le mouvement maximum d'amplitude est 1 mètre d'une zone à 15 mètres, ce n'est pas la zone prioritaire à sonder puis à aller draguer, nonobstant le mouvement. Ici, je vous montre un exemple, c'est juste en amont de la courbe de Portneuf. Pour ceux qui connaissent le coin, cette zone-là est reconnue pour être très profonde. Il y a énormément de mouvements, mais historiquement, on n'a jamais vu rien en bas de 15 mètres dans une zone à 10 mètres. Donc, ce qui nous amène à créer d'autres produits, c'est des statistiques sur les maximums observés. Qu'est-ce qu'on a fait? Produit 5, finalement, c'est une approche statistique. On a pris nos sets de données, toutes les différences annuelles qu'on a observées, puis on est allé utiliser un outil de calcul statistique pour dire, dites-moi c'est quoi le maximum d'amplitude que vous avez observé par pixel. Puis les tuiles, comme je vous dis, c'est des grandes tuiles, parce qu'on ne cherche pas de la microgéodésie ici, c'est vraiment de la navigation maritime, puis le bateau, le minimum qu'il peut avoir, c'est 20 mètres. Fait que quand même qu'on soit à 0,25, c'est pas utile pour la navigation. Donc, vraiment une approche très macro, très sécuritaire. Fait qu'on est vraiment allé découler des statistiques maximum. Puis, finalement, qu'est-ce que ça m'amène à produire? Le livrable 6, le produit 6, c'est une bathymétrie virtualisée. Voyez-vous, on prend la bathymétrie de 2022, qui vient d'être draguée, plus récente, puis on ajoute l'amplitude maximale, bien, ça va me donner le worst case scénario en bas à droite. Ça va me donner un paquet de hauts-fonds virtualisés. On s'entend, c'est des statistiques, exemple, sur 10 sets de données, et probablement qu'au printemps, il n'y aura pas autant de hauts-fonds que ça, mais c'est notre worst case scénario, c'est ce qu'on anticipe le pire pour la navigation basé sur les statistiques antérieures. Bon, 7e produit, on prend notre worst case scénario, où est-ce qu'on s'attend, où est-ce qu'il y a des hauts fonds, puis on crée des polygones avec ça. On convertit le raster, l'image, en polygone. Parce qu'après, on va vouloir faire des requêtes spatiales, puis c'est beaucoup plus facile. Donc, puis à ça, on s'attend, la butte, comme c'est un secteur à dune, la dune est là, mais l'année d'après, probablement, elle est peut-être un petit peu à côté, puis il ne faut pas la manquer. Fait que, à partir de là, les polygones, on a fait des buffers, des gros buffers. On a fait 2 approches, une approche buffer 10 mètres, puis une approche buffer 50 mètres. On a vérifié après qu'est-ce qui collait mieux avec notre historique. Les résultats obtenus, comme je vous dis, ça a été fort intéressant. On a des bases de données solides à la GVN. À l'image de gauche, Cap Santé, encore le secteur de l'Océanix-Conégra, avec une superposition de nos hauts fonds probables et tous les hauts fonds probables, la zone ombragée jaune, et puis les hauts fonds historiques, tous les paquets de box roses. Donc, on voit que tout où est-ce qu'on avait anticipé des hauts fonds, ça a vraiment fonctionné à perfection. On a eu quelques réserves là, par rapport à la traverse du Nord, parce que souvent, c'est par rapport à la méthode de publication, comme je vous disais. Probablement que la traverse du Nord, il faudrait faire une approche plus
sécuritaire, parce que les dunes, ils se promènent beaucoup de déplacements, puis une approche 10 mètres, 50 mètres, ça ne serait probablement pas assez. J'apporte votre attention, peut-être que c'est bas pour vous, mais en bas à droite, c'est des statistiques de reproduction de haut fond. Combien de pourcentage que ça a fonctionné par rapport depuis 2002? Si on avait fait ça en 2002, combien qu'on aurait anticipé? Secteur de Montréal, en 2018, j'ai fait 2002 à 2022, puis 2018 à 2022. 2018 à 2022, secteur de Montréal, j'en aurais raté aucun. De 2002 à 2022, avec l'approche toujours 50 mètres, j'en aurais raté 2 % pour un nombre probablement autour de 400 au fond. L'utilisation prévue, ça m'amène à vous parler de notre projet dès le printemps. Je vous avais parlé, problème de ressources, ça me stimule énormément. Les bateaux maintenant, les NHSC par rapport à avant, le Smith et les anciens, pour ceux qui ont connu les anciennes plateformes, étaient à Sorel, maintenant sont à l'IML. Ça nous fait perdre. Ça ne fait pas perdre de la capacité de sondage, mais ça nous fait perdre une semaine en début de sondage. C'est-à-dire que nous, la période la plus cruciale de sondage, c'est la période de débâcle, puisqu'on doit préparer notre projet de dragage. C'est-à-dire qu'on doit localiser le plus possible de spots de haut fond pour donner à l'entrepreneur assez de localisation de haut fond pour rendre la navigation sécuritaire. Donc, grosso modo, j'ai sorti quelques stats. Historiquement, on a à peu près 36 km² à faire. On a à peu près 20 jours de sondage disponibles en avril et mai, avec un ratio de sondage de 0,8 à 1 km² par jour. Les deux vedettes, on a une capacité de sondage de 32 à 40 km². Puis on recherche à faire du 36 km². Donc, qu'est-ce qu'on veut faire dès le printemps 2023? On veut optimiser de 10 % ces zones de sondage-là. Je vous présente l'image. On a en rose notre sondage historique, c'est-à-dire c'est ça qu'on fait sans trop se poser de questions depuis probablement 1997. J'exagère peut-être pas, mais c'est une bonne pratique parce que c'est une pratique qui est basée sur beaucoup d'expertise. Mais maintenant, on voit qu'avec l'analyse, voyez-vous, ma zone probable de haut fond, c'est la zone jaune. Puis tout ce qui est à l'extérieur de ça, l'analyse a démontré qu'il y a peu de probabilité de haut fond parce que les amplitudes maximales observées n'ont jamais dépassé la profondeur maintenue depuis toutes ces années-là. Fait que c'est le genre d'idée qu'on veut faire, même affaire ici. Fait qu'il y a deux conditions qu'on doit réunir pour justement enlever cela du programme de sondage. C'est la même endroit, c'est le même spot. C'est qu'on veut des zones qui sont peu mobiles et aucun risque de haut fond. Fait que dans le fond, on s'attend à diminuer une autre image ici. Tout, voyez-vous, la zone qui est... il y a une petite animation. Toute cette zone-là est inutile à draguer puisque on voit qu'il y a un petit spot jaune sur le long de la bande, mais c'est probablement dû à un affaissement de la pente qui a peu d'impact sur la navigation. Fait que, dans le fond, notre objectif à court terme, c'est vraiment de diminuer de 10 %, puis je pense que ça va être aisément atteignable et puis on va pouvoir mieux livrer notre programme avec ces données-là. Oui, bien sûr. Parfait, excellent. J'accélère. Avez-vous regardé là, ça a commencé? Ah, OK, c'est bon. Non, je blague. C'est bon. Les utilisations potentielles, ici, je vais me censurer un petit peu, mais j'ai scoopé un petit peu en bas. Potentiel de cruncher du S102 par rapport à ça. Nous, on a de la donnée in-house, mais pourquoi pas utiliser des tuiles déjà existantes? On a déjà les métadonnées d'âge de données, toute la résolution. Rapidement, on veut développer une BD pour bien circonscrire les opérations de dragage. Actuellement, les opérations de dragage sont ramassées dans le calcul, mais si c'est une roche qui a créé le mouvement, bien, on s'attend à ce que la roche ne recrée pas le mouvement. Fait que si on veut développer ça, beaucoup d'autres applications, et j'accélère. Ça, c'est une approche qui a été réfléchie ni plus ni moins que la semaine dernière. C'est qu'on aimerait ça scorer chaque zone par rapport à un pointage. L'axe des Y serait la probabilité d'avoir un haut fond. La probabilité d'avoir un haut fond, c'est la mobilité de l'emplacement. Je vous ai montré un score de 0 à 100 %. Après ça, le delta par rapport à la profondeur maintenue et avec l'amplitude maximale. Fait que la sommation de ces deux paramètres-là va pouvoir nous donner un score en Y. Et le score en X,
pourrait être, par exemple, juste l'âge de la donnée, qui pourrait être fixe dans le temps, 0 à 1 mois, 2 à 6 mois, on l'imagine. Mais tout ça égale, mettons qu'on a une probabilité de haut fond très élevée, puis on a une donnée qui est très récente, mais elle pourrait scorer haute quand même. Puis à l'inverse, une probabilité de haut fond qui est faible, mais qu'une donnée qui est très vieille, par exemple, qui scorerait 5, mais pourrait scorer quand même élevé dans notre programme de sondage. Fait que ça pourrait être un automatisme qui pourrait être fait. Fait que les hydrographes, au lieu de dire, OK, tu vas faire à côté de telle bouée au mois de mai, bien, ils pourraient prendre le programme, trier par score de sondage, puis dire, OK, parfait, je suis rendu à ça, c'est ça mon score le plus élevé. Ça, c'est encore à peaufiner, mais c'est des réflexions actuellement. Parfait, excellent. Ben, j'avais terminé, d'ailleurs. Non, mais c'est bon. Bien, les limitations, dans le fond, comme je l'ai parlé beaucoup, c'est macro, c'est-à-dire je ne cherche pas de la microgéodésie. Ben, c'est encore un autre élément que j'ai dit. Il est difficile d'écarter les zones draguées versus les zones en mouvement naturel. Phénomène ponctuel qui peut altérer l'analyse. Comme par exemple Cap Santé, il y a eu des crues 2017-2019, ça semble avoir altéré beaucoup la bathymétrie, alors que si on avait pris des données qui datent de 30 ans, bien, probablement qu'il n'aurait pas scoré autant en termes de mouvement. Donc, c'est le genre d'éléments qu'on continue à travailler. Forte demande en calcul, juste cruncher une opération, ça peut prendre une journée avec un ordinateur standard, fait que peut-être l'utilisation de machines virtuelles à l'externe, des trucs comme ça. Puis également, juste au passage, c'est difficile de travailler avec des données simple faisceau et multitransducteurs, c'est-à-dire qu'on a ça encore dans nos bases de données par rapport à tout ce qui était avant 2018. Fait que pour le moment, les calculs, j'ai fait ça depuis 2018. C'est ce qui a donné les meilleurs résultats. Merci. Excellent. Merci beaucoup, M. Dufault. Alors, une ou deux questions pour des aspects très pointus. M. Arsenault, pilote de grande réputation. Absolument. Je m'attends toujours à des questions. Trop gentil, Denis. Super présentation. Merci beaucoup. Question, est-ce que cette méthodologie-là de combinaison d'intelligence artificielle avec votre méthodologie, est-ce qu'éventuellement, vous aimeriez pouvoir l'utiliser pour la saison morte ou combiner avec les efforts qui sont faits avec le crowdsourcing entre les saisons de sondage? J'ai enlevé une diapo. Je vais le dire, je ne l'écrirai pas, mais dans les formats S100, il y a des standards S124, S129. Je me mets à espérer que ça puisse être utilisé un jour. Ne serait-ce que travailler toujours avec le worst case, ça ne peut pas être pire que pas avoir de données du tout de novembre à avril. Fait que la réponse est personnelle, j'espère. Ça me semble que combiné avec la gestion de risque, ça serait Ça me semble que ça serait fort intéressant. Merci de la question. OK, merci de la réponse. Monsieur Heinz, vous avez droit à cette dernière question. C'était un peu dans le même sens, puis je suis content partiellement de la réponse aussi, parce que ça devrait être plus catégorique, parce que je vois que la combinaison, justement, entre des saisons mortes avec quelque chose qui est de nécessairement, oui, moindre qualité, mais de l'information, combiné à ce que tu as présenté, je pense que ça devrait être utilisé. Puis évidemment, une preuve de concept bien établie. Si on roule ça pendant quelques années, on s'imagine de la bathymétrie, puis on se rend compte que la bathymétrie qu'on imagine a bien fonctionné pendant 4-5 ans, j'imagine que ça pourrait être fort intéressant. Hein. C'est un haut fond. Donc, c'est un risque à la navigation. Donc, dans mon livre, Absolument. à moi, c'est mieux de l'annoncer, même si on a des doutes qui n'est peut-être pas là, que d'attendre d'avoir une preuve. Donc, j'espère que vous allez aller plus vite. Merci. Merci beaucoup, M. Dufault. Je vous invite à vous asseoir.